Le partage de données, donc, au service de la transparence et de la responsabilité sociétale des organisations, des entreprises. Et pour ouvrir cette troisième session thématique, l'initiative et l'engagement d'un géant du luxe français pour adopter de bonnes pratiques et améliorer son impact sur l'environnement. Merci d'accueillir chaleureusement François-Xavier Morvan, Sustainability Performance Senior Manager au sein du groupe Kering. Kering, groupe de luxe mondial. Oui, vous pouvez l'applaudir. Kering, groupe de luxe mondial qui regroupe et fait grandir ensemble un ensemble de maisons emblématiques, asseyez-vous François-Xavier, dans la mode, la maroquinerie, la joaillerie et l'horlogerie. On va citer Gucci, Saint-Laurent, Bottega, Veneta, Balenciaga, Langsarder, McQueen, Boucheron et bien d'autres marques prestigieuses. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Open Data Soft. En juin 2019, François-Xavier Morvan, vous avez lancé un projet inédit en matière de responsabilité sociétale des entreprises dans le secteur du luxe mondial. Ce projet, avec une nouvelle plateforme digitale dédiée à son outil de mesure pionnier, l'EPNL, vous allez nous expliquer ce que c'est, Environmental Profit and Loss, compte de résultats environnemental, c'est comme ça qu'on dit en français. Exactement, ouais. François-Xavier Morvan, quel type d'informations peut-on trouver sur cette plateforme et surtout, à quoi sert-elle cette plateforme ? Oui, alors merci pour l'introduction déjà. Merci d'avoir cité toutes les marques, ça m'évite d'avoir en oublié quelques-unes. Je sais qu'on est en plein temps de digestion, mais on va essayer quand même de captiver votre attention. Et peut-être avant de présenter la plateforme, un mot sur l'outil. Donc vous le disiez, le compte de résultat environnemental ou EPNL pour l'acronyme anglais, qu'on utilise pas mal. En fait, c'est un outil qui nous permet tout simplement de mesurer l'empreinte environnementale du groupe à travers 6 dimensions. 6 dimensions environnementales, les émissions de gaz à effet de serre, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la consommation d'eau, l'utilisation des sols et la production de déchets. Et donc il y a 2 caractéristiques principales sur cet outil. Déjà, son périmètre, c'est un outil qui nous permet vraiment de capturer les impacts du groupe sur toute sa chaîne de valeur, donc vraiment depuis l'extraction, la production de la matière première jusqu'à la distribution et la vente du produit fini. Deuxième caractéristique assez innovante, c'est qu'on ne va pas s'arrêter aux tonnes de CO2, aux mètres cubes d'eau, aux kilogrammes de polluants atmosphériques. On va vraiment monétiser ces impacts-là. Monétiser, ça veut dire quoi ? On va transformer le tout en euros en suivant une approche de coût sociétal des impacts environnementaux. Et donc on va se retrouver avec une métrique unique qui permet justement de comparer les impacts environnementaux les uns avec les autres et puis d'avoir un langage que le business connaît et intégrer cette dimension environnementale dans l'activité de l'entreprise. Alors voilà pour le compte de résultat environnemental. Vous utilisez pour cela une plateforme ? Voilà, donc effectivement la plateforme qu'on a lancée en juin dernier. Alors l'outil en lui-même, l'EPNL, ça fait quelques années qu'on travaille dessus. Et c'est vrai qu'on voulait rendre le tout un peu plus ludique, un peu plus attractif et un peu plus interactif. Donc on a lancé cette plateforme en utilisant l'outil Open Data Soft. Et je crois d'ailleurs que je dois avoir une petite vidéo qui explique un peu. Voilà, donc ça va assez vite. Donc la homepage, en fait il y a 2 grandes parties. Il y a une partie qui permet de voir les impacts du groupe donc sur une map. Et donc, ce qui va être intéressant, ça va être de zoomer à l'échelle des pays pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, dans l'exemple, on va regarder ce qui se passe sur l'Italie. Et on va être capable de voir que sur l'Italie, on a les émissions de CO2 qui font la plupart de l'impact. On a des activités de tannage, on a des activités industrielles, on a du sourcing de cuir. Donc, c'est ce qui va représenter le maximum d'impact environnemental pour ce pays-là. On peut aussi zoomer sur une matière donnée. Donc, tout ça sont des matières qu'on utilise. Si on regarde sur la laine, par exemple, on va se rendre compte dans le petit dashboard dédié que eh bien, les principaux impacts de la laine vont se situer au niveau de l'utilisation des sols, vont se situer au niveau de l'Australie, hein, puisque on utilise la majeure partie de la laine. Et puis il y a une autre grosse partie sur ce logiciel, sur cette plateforme, qui nous permettent de donner les intensités. Donc vraiment, on diffuse les différents jeux de coefficients qu'on utilise pour faire ces calculs-là. Et donc là, on voit l'impact en euros IPNL par kilogramme de matière. Et donc ça, typiquement, n'importe quel acteur de notre secteur, même d'autres secteurs, peuvent utiliser ces jeux de données. Et donc on voit là l'impact en valeur monétaire, mais aussi en eKPI brut. Donc là, dans l'exemple, on a des hectares. Donc combien d'hectares sont nécessaires pour produire 1 kilogramme de laine en provenance de certains pays. Et puis, dernière partie, c'est les différents jeux de données. Sous-jacents. Donc, on peut naviguer dedans, on peut les télécharger, on peut faire ses calculs, on peut les utiliser.
Voilà, donc on essaye d'être vraiment dans une démarche ouverte. Et une très belle illustration très, très concrète. Revenons un peu, François-Xavier Morvan, sur la jeunesse de ce projet. C'est une démarche assez inédite pour un groupe dans le secteur du luxe. Quelles étaient vos motivations, les motivations principales du groupe Kering en lançant ce portail qu'on vient de voir? On en parle un petit peu, vraiment le côté ludique. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez compliqué à appréhender. Il y a beaucoup de données derrière, il y a beaucoup de processus d'estimation. Et donc, depuis 2012, en fait, on travaille à cet outil-là. En 2015, on a fait un premier rapport qui couvrait l'ensemble des maisons du groupe. Et c'est vrai que depuis, on fait comme un exercice financier, c'est pour ça qu'on appelle ça un compte de résultat environnemental. Et donc on diffuse un rapport tous les ans, mais on est dans quelque chose d'un peu statique. On a le PDF, on explique un petit peu nos impacts. Et puis c'est vrai que dès le début, on voulait vraiment être open source, on voulait partager nos jeux de données. Finalement, on a beaucoup partagé l'approche, notre méthodologie. La démarche qu'on mettait en œuvre, mais on n'a jamais complètement partagé les jeux de données, tout simplement parce qu'on n'avait pas les outils qui allaient bien, parce que sur Excel, on n'a pas suffisamment de... Voilà, il y a trop de données à gérer, et donc avec l'outil Open Data Soft, c'est vrai qu'on avait un moyen de rendre cette donnée à la fois plus accessible, de l'ouvrir, et puis de la rendre plus intelligible, parce qu'on l'a vu à travers différents systèmes de visualisation, on est beaucoup plus... ça permet d'expliciter la donnée, ça permet d'être interactif, d'être pédagogique avec les différents acteurs auxquels on s'adresse. Comment cette initiative s'inscrit dans les pratiques RSE, responsabilité sociétale d'entreprise de votre secteur? Les acteurs du luxe, est-ce qu'ils comprennent eux aussi la valeur du partage de données pour avancer leurs objectifs RSE, ou c'est assez inédit et nouveau pour le coup? Oui, chacun a sa feuille de route propre, avec un niveau d'avancement donné. Mais là, typiquement, on est vraiment dans un sujet d'actualité, puisque assez récemment, en fait, au dernier G7 qui a été organisé à Biarritz en août dernier, le président Emmanuel Macron a missionné François-Henri Pinault, donc, qui est le PDG de Kering, pour mobiliser tous les acteurs du secteur autour d'objectifs de développement durable, donc fédérer vraiment le secteur du textile et de la mode autour d'enjeux communs à travers trois thématiques qui sont le climat, la biodiversité et les océans. Et donc aujourd'hui, ça s'appelle le Fashion Pack, ça regroupe 56 groupes qui représentent à peu près 250 marques, donc des marques de luxe, évidemment, les marques de Kering, mais on pourra citer aussi Hermès, Chanel, Prada, des acteurs plutôt de la grande distribution comme Auchan, Carrefour, des équipementiers comme Decathlon, comme Adidas, comme Nike. Je ne vais pas tous les citer parce qu'on n'aura pas le temps, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce mouvement du secteur autour d'objectifs communs. Et donc on voit bien aujourd'hui l'intérêt de mettre en place une telle plateforme, parce que j'ai de plus en plus de contacts avec d'autres groupes et d'autres marques qui sont intéressées par l'IPNL, qui veulent faire la même chose ou mettre en place des démarches équivalentes. Et donc le fait d'avoir cette plateforme, au-delà d'expliquer la démarche, on met aussi à disposition notre jeu de données. Donc certains commencent déjà à utiliser ces données-là. On utilise tous globalement les mêmes types de matières. Et donc ça permet aussi d'enrichir le jeu de données. Certains vont avoir des études un peu plus récentes que celles qu'on utilise sur la culture du coton en Inde par exemple, ou sur le cachemire de Mongolie. Donc on va pouvoir aussi enrichir ce jeu de données, on va pouvoir fiabiliser la donnée, et tout ça participe vraiment à l'amélioration de l'impact environnemental du secteur. C'est-à-dire que votre démarche est devenue en quelque sorte une démarche clé pour les autres acteurs? Évidemment, on essaie de devenir un peu la référence en termes d'outils, mais voilà, il y a beaucoup aujourd'hui d'autres entreprises qui ont la même démarche, donc de mesurer et de monétiser leurs impacts environnementaux. Ça s'appelle pas forcément d'IPNL, mais ça y ressemble beaucoup. Et voilà, au final, on est tous animés par la même volonté de prendre des décisions business pour réduire l'impact sur l'environnement de nos activités. Alors ce qui est intéressant, c'est peut-être pourquoi vous avez décidé chez Kering de miser sur le partage de données comme approche RSE, parce que ce n'est pas la seule approche au titre de la responsabilité sociétale d'entreprise. Eh bien,
En fait, aujourd'hui, il y a une vraie difficulté à la fois à collecter de la donnée. Je parlais de périmètre, en fait. Quand on prend les activités de keyring, il y a beaucoup d'activités qui reposent sur l'utilisation de cuir. Si je prends la conception d'un sac en cuir, on va dire les dernières étapes qui vont être l'assemblage, la finition, la découpe, le tannage, on maîtrise bien parce que c'est nos ateliers, on possède quelques tanneries, donc voilà, on a l'accès au processus, on a l'accès à la donnée, on peut mesurer l'impact, on peut améliorer l'impact. À partir du moment où on est capable de le mesurer, de mettre en place des processus moins impactants. Par contre, tout ce qui se situe avant, on est dans un autre secteur, on est dans le secteur agricole, avec d'autres acteurs, parce que les vaches et les veaux qu'on va élever, on les élève déjà pour la viande, pour le lait, et pas forcément pour la peau en cuir qui va permettre de faire un magnifique sac Gucci. Donc l'intérêt de l'open data, dans ce cas-là, c'est d'être capable de partager ce qu'on a déjà avec d'autres acteurs, d'autres secteurs, et aussi de motiver ces autres acteurs à venir renforcer nos jeux de données, et des acteurs comme Olam, comme Danone, qui sont plutôt dans ce business-là, eux vont avoir la main justement pour nous aider à enrichir ces différents jeux de données, et à avancer aussi sur différentes pratiques agricoles qui vont être moins impactantes. Donc voilà, encore une fois, ça fédère. On a vu que ça fédère le secteur du textile et de la mode, mais ça fédère en interne aussi. Voilà, et en interne aussi. En interne aussi, effectivement. Ouais. Alors Kering a récemment organisé un hackathon à Paris. François-Xavier Morvan, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet événement? Qui a participé à cet événement et Ouais. est-ce que vous avez déjà des résultats? Oui, il s'agissait de rentabiliser la plateforme ODS. Ça coûte quand même assez cher, donc voilà. Et... Petit message au passage. non, mais c'est un super outil, et au-delà de la capacité à faire des choses à l'externe, beaucoup plus pédagogiques, de partager les données, on a cette fonction aussi qui nous permet de mettre en place un domaine spécifique pour un événement, pour le coup de partager des jeux de données qui sont un peu plus confidentiels aussi. Et donc c'est ce qu'on a fait, et on s'est dit, tiens, on va faire appel à des compétences externes, des startups, des étudiants qui sont regroupés le temps d'un week-end et qui ont essayé qui ont joué vraiment avec nos différents jeux de données pour trouver des nouvelles applications, des nouvelles solutions. Et valoriser ça auprès du client final. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on reste quand même à un niveau très corporate. On discute avec des investisseurs, on discute avec des gens qui sont dans le domaine du développement durable ou de la mode. Le client final aujourd'hui n'est pas vraiment touché. Je ne dirais pas qu'il est hermétique, mais ce n'est pas ce qui l'intéresse de prime abord. Donc l'objectif, c'est de trouver des nouvelles applications. On a la technologie, on a la donnée, et donc ce qui est sympa, c'est qu'à l'issue de ce week-end, on a eu déjà, on a shortlisté nous 16 projets, on a primé 3 autres projets. On a eu pas mal de succès parce qu'on a eu quasiment 250 inscriptions pour une capacité de 80 participants. Donc ça s'est un petit peu battu à l'entrée, mais voilà, ce qui est sympa, c'est qu'on a des vraies solutions à l'issue du week-end, et qu'aujourd'hui on est en train d'étudier pour incuber potentiellement dans les prochaines années. On va pouvoir peut-être y venir aux solutions. Juste auparavant, vous prévenir que si vous souhaitez poser 2 ou 3 questions, vous n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse dès maintenant vous apporter un micro. François-Xavier Morvan, pour conclure, comment voyez-vous justement les prochaines solutions, évoluer cette initiative de partage de données au sein du groupe Kering? Cette expérience a été assez positive parce qu'elle a permis aussi de créer pas mal d'interactions en interne avec les départements IT, les départements qui gèrent les données clients. Et donc, au-delà du partage avec d'autres secteurs sur les thématiques développement durable, c'est vrai que ça nous a permis de réfléchir à des partages internes, on va dire interfacer la donnée environnementale avec d'autres données de l'entreprise, les bases clients, les bases fournisseurs, les bases CRM. Et c'est vrai que ce qu'on aimerait, c'est mettre finalement la donnée environnementale quasiment au même niveau que la donnée vraiment business, qui va permettre de communiquer avec le client, qui va permettre de définir la politique de prix, qui va permettre de définir la politique de sourcing, la politique de gestion des fournisseurs. Et voilà. Et en fait, le fait de positionner la donnée environnementale à travers des outils comme ODS,
ça permet justement de créer ce lien avec d'autres départements qui sont plus familiers, que moi en tout cas, avec ce type d'outils, avec ces technologies, et donc voilà, ça crée pas mal d'échanges intéressants. Un bel objectif, en effet. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Levez la main pour qu'on puisse vous apporter un micro, une main qui se lève là-bas. Madame, bonjour à vous. Vous présentez rapidement en quelques mots et posez votre question, s'il vous plaît. Bonjour, écoutez, je suis novice dans le secteur, donc je me présente très brièvement. Non, ce qui m'interrogeait, c'est que ce que je trouve très innovant comme approche, c'est le fait de monétiser. Et je me demandais dans cette phase comment vous procédez, parce que est-ce que c'est arbitraire ou est-ce que vous vous basez vraiment sur des données quantifiables, parce que c'est là en fait qu'est la nouveauté. Alors désolé si je vous regarde pas parce que je vois pas du tout en fait, mais ok, super. Alors non, c'est pas du tout arbitraire et ça a rien à voir avec. Si je prends l'énergie par exemple, on va pas prendre le coût du kilowattheure. On parle en fait de coût pour la société. Si je prends l'exemple de la pollution de l'air, je vais avoir une activité sur un lieu donné, je vais émettre des polluants atmosphériques. Ces polluants atmosphériques vont créer une augmentation de concentration dans l'atmosphère et les populations locales vont, en les absorbant, vont avoir plus de risques de contracter certains types de maladies, comme des maladies respiratoires. Ça va entraîner aussi des pertes de rentabilité au niveau de l'activité agricole. Puis il peut y avoir des impacts économiques très directs. Si je suis sur une zone d'aéroport en pic de pollution à Beijing, j'ai moins de trafic aérien. Et donc tout ça en fait fait l'objet d'études au niveau OCDE, au niveau des Nations Unies, au niveau des assureurs. Et donc nous en fait on agrège ces études-là pour être capable de mettre en face, et c'est ce qu'on voit bien dans la plateforme ODS, en fait on met en face de chaque indicateur environnemental, donc chaque kilogramme de polluants atmosphériques, chaque hectare, une valeur monétaire qui correspond à l'impact sur la société. Sur la partie occupation des sols, par exemple, on va quantifier les services écosystémiques sur un lieu donné, et donc on va être capable de mesurer la perte de services écosystémiques, et donc de mettre une valeur financière en face de ça. Une autre question peut-être? Si vous êtes équipé d'un micro, levez la main pour qu'on vous apporte un micro. Non? Pas d'autres questions pour le moment. On pourrait continuer cette conversation si vous le souhaitez en plus petit comité tout à l'heure lors de notre pause. Merci beaucoup. François-Xavier Morvan, Sustainability Performance Senior Manager au sein du groupe Kering. Merci pour ce partage d'expérience très inspirant. Merci à vous.